puisse vraiment se consolider, se poursuivre. On donne des conseils pour que le pays, le développement du pays, soit et reste la préoccupation fondamentale de tous les Béninois, en particulier de la Renaissance du Bénin. Et il faut que la démocratie puisse continuer, se poursuivre, se renforcer, mais dans le respect des idées des autres. Donc la tolérance, il faut qu'il y ait dialogue. Donc c'était des conseils pour que le président, sûrement bien reçu, qu'on a vraiment bien reçu. C'est l'occasion même pour remercier ces anciens présidents qui, de manière très prompte, ont accepté de recevoir donc le président et une équipe. J'allais vous demander l'accueil qui a été réservé à Léali chez le président Kérékou. L'accueil a été aux deux endroits les plus cordiaux. Oui, là c'était une satisfaction vraiment à l'issue donc de ces rencontres-là. Et tout le monde maintenant passe par la case Mathieu Kérékou pour essayer de se faire beaucoup plus voir ou de lancer encore plus de nouvelles spéculations. Non, de toute façon, la Renaissance du Bénin est engagée dans l'Union. La Renaissance du Bénin, dont le président est allé au titre de la Renaissance du Bénin. Donc, il n'y a pas de spéculation possible. Comme je le disais, le candidat de l'Union n'est pas encore parti. C'est des références. Oui, là, c'est dans le cadre de l'Union. Ici, je suis là dans le cadre de la Renaissance du Bénin. On voit déjà que le discours a changé au niveau de la Renaissance du Bénin parce que depuis le début de cette émission, vous n'avez de cesse de rappeler la Renaissance du Bénin est engagée au sein de l'Union. Parlant des regroupements politiques qui se constituent en ce moment dans notre pays, il y a également la coalition ABT, une coalition qui suscite actuellement la candidature de Abdoulaye Biotchane, président de la BOAD. On a vu quelques membres de cette coalition à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de votre congrès. Quel rapport entretenez-vous tout en étant membre de l'Union Fédération, est-ce qu'il y a un rapport particulier entre vous et cette coalition? Oui, merci. En fait, c'est souhaitable qu'il y ait des grands regroupements. Vous savez, notre constitution a prôné le multipartisme intégral. Et au nom de ce multipartisme intégral, ce petit pays a plus de 100 partis. Et chaque jour que Dieu fait, de nouveaux partis se créent. Il est d'ailleurs souhaitable que les conditions soient revues de manière à éviter cet émiettement, ce que je peux qualifier de peut-être club, d'aucuns qualifient de clubs électoraux. Et donc l'Union fait la nation entretient de bons rapports avec l'autre regroupement, puisque c'est le même combat pour une meilleure gouvernance. Combat pour faire partie de Boni-Yahi. C'est le même combat. Le combat, c'est après tout pour que le pays soit mieux géré. Oui, mais le premier objectif, c'est faire partie Boni-Yahi. Oui, puisque... Que ce soit l'Union fait la nation ou la coalition ABT. Justement, il faut qu'il y ait une alternance au pouvoir si on veut vraiment relever le défi d'un changement véritable. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous, Boniface, de votre main, que le pays n'est pas actuellement mieux géré ou bien qu'il pourrait être mieux géré par un autre à part Boni-Yahi? Oui. Vous savez que pour que le président actuel, le président Boni-Yahi, vienne au pouvoir, au deuxième tour, il y a eu un engouement, tout le monde a soutenu. Et il avait l'espoir que le pays allait prendre un nouveau départ. Mais un nouveau départ n'a pas été pris? 4 ans et demi après, on se rend compte qu'il y a une propension à caporaliser les institutions. Je crois que je ne vous apprends rien. Il y a, même sur le plan du respect des textes qui fondent la République, on observe que souvent, c'est bafoué. On a des exemples, parce que là... Oui, au niveau des institutions, vous savez dans quelles conditions le bureau de l'Assemblée a été élu. Il y a eu des accords entre le FCBE et puis les autres, qui peut-être aujourd'hui disent son regret, demander pardon. Mais vous-même, vous formez des alliances. Oui,
Oui, mais non, si l'alliance est faite pour que l'Assemblée, deuxième institution de l'État, continue de jouer son rôle de contre-pouvoir, c'est bon, c'est positif. Mais si la situation doit être telle que ça va devenir une caisse de relève, Vous étiez où quand ils se mettaient ensemble? Oui, non, justement, ils sont mis ensemble, mais ce qu'on dit, on peut regretter, comme l'autre l'a dit. Il a été de la partie. Oui, le président Issa Salifou, il a été de la partie. Mais il croyait que l'Assemblée pouvait continuer de jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est le jeu démocratique. En ce temps-là, ils ne pouvaient pas savoir. Ils ont formé cette alliance. Vous avez perdu en ce temps. Oui, mais on est en train de faire le point de ce qui ne va pas. Et quand vous m'avez demandé, lorsque je parlais de la caporalisation des institutions, j'ai voulu donner l'exemple de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle. Vous savez dans quelles conditions ça a été élu. C'est le même jour que l'Assemblée a désigné, le gouvernement a désigné, et des appréhensions même que le citoyen de la rue se confirme un peu par certaines décisions donc, de la Cour constitutionnelle. Quand vous prenez la Cour suprême, vous voyez les élections, 2 ans après, on a continué d'installer les gens au niveau des conseils communaux, les élus locaux, parce qu'on veut atteindre certains objectifs. Là, pour la démocratie, les institutions de contre-pouvoir doivent pouvoir librement jouer. Il y a séparation des pouvoirs. Il faut, à défaut de... Enfin, même si l'on doit permettre que... Les acteurs même disent qu'il y a réellement séparation des pouvoirs. Oui, mais si c'est théorique, la séparation est théorique. Puisqu'on se rend compte que, dans bien des cas, c'est que l'exécutif veut. C'est ça que certaines institutions appliquent. Et là, il n'y a plus le contre-pouvoir. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Et sur le plan économique, il y a certainement une crise mondiale sur le plan économique, financier, énergétique, tout ça. Mais ça ne justifie pas qu'on soit dans la situation actuelle où le taux de croissance de 2 chiffres annoncés, aujourd'hui on est peut-être à 2,7% de croissance, moins de 3%. Dans ces pays, on est allé à 5 ou 6%. Oui, les objectifs de départ ont peut-être été un peu... On connaît les difficultés du fait de la crise internationale que vous avez rappelé. Non, en dehors des chocs exogènes qui ont peut-être empêché l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Oui, mais les chocs endogènes sont très importants parce que, vous savez, je prends un exemple, lorsque vous avez un budget, vous n'augmentez pas comme vous voulez. Vous ne passez pas du simple au double alors que ce n'était pas prévu, par exemple, ce n'était pas inscrit au budget. Donc il y a aussi nos comportements, certaines pratiques qui font que la situation ne s'est pas améliorée. Donc tout ne peut pas être justifié par cette crise-là au niveau mondial, au niveau international. Donc, disons en gros, et on ne permet pas la sécurité. La sécurité. On ne souffre pas qu'il y ait le droit à la différence. On doit pouvoir s'exprimer autrement. On doit être libre de dire son point de vue avec le respect qu'on se doit. Mais il n'est pas normal que dans un système démocratique, que par exemple les organes de communication publique, l'ORTB, que les autres sons de cloche ne puissent pas être facilement entendus. Est-ce que vous vous exprimez librement, mais actuellement, votre point de vue? Oui. Mais pourquoi vous dites qu'on n'est pas libre d'exprimer son point de vue? Non, mais vous savez que quand le président Mbeki devait intervenir, il n'a pas été permis qu'on l'écoute. Est-ce que depuis ce seul cas, il ne s'est plus jamais exprimé sur la télévision nationale? Non, d'autres personnalités d'opposition ne se sont pas exprimées sur oui, mais quand vous voyez le rythme d'intervention des gens d'en face, même pour les organes publics, et contrairement même aux principes qui régissent notre démocratie, où les gens doivent pouvoir être... Vous faites bien de le dire, vous êtes membre de la Renaissance du Bénin, un parti qui a tout le temps été dans l'opposition. Oui. Quand aujourd'hui... À un moment donné, ils ont soutenu Boriaï, ils ont soutenu Mordicus, qu'ils sont de la majorité présidentielle. C'est après le 12 mars qu'ils ont changé Kazakh. Tout à fait. Maintenant, vous avez aujourd'hui des amis qui, à l'époque, étaient au pouvoir, et vous étiez dans l'opposition.
en ce moment-là, beaucoup plus bénéficié de ce public que ça. Pourquoi? Non, le star, c'est tendance à museler, vous qui permettez d'exprimer plus librement. Je vais parler de votre chaîne, vos différents médias. En ce moment, ce que nous disons ici est écouter peut-être c'est une situation générale. Ce que je dis, c'est l'état général de la situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques efforts. Même malgré les efforts, je crois que lorsque le président Ngoï devait intervenir sur l'affaire ICC, aucune chaîne n'a été autorisée à diffuser. Oui, mais ce que vous dites, n'oublions pas, je le disais tout à l'heure, au second tour de 2006, vous avez appelé à voter pour Yahi. Oui, bien sûr. Vous avez participé à son gouvernement. Bien sûr. Au début. Bien sûr. Qu'est-ce qui a été à la base de la rupture? Oui, c'est lorsque vous êtes ensemble, vous devez agir un peu ensemble. Vous devez regarder un peu dans la même direction. Lorsque, par rapport aux règles du jeu qui ont été définies, vous vous rendez compte que ça ne se passe pas tel que ça devrait être. Là, c'est pas la peine de continuer. Je prends corruption, non à la corruption. Mais vous n'avez pas de comportement qui freine la corruption. Vous dites, les tests sont là. Il faut faire tel que les tests sont prévus. Vous voyez tout l'engouement pour arracher Cotonou au président Soglo. Vous savez tout ce qui a été fait à Calavi pour que la RB majoritaire n'est pas la mairie de Calavi. Je sais ces exemples pour montrer que lorsque c'est le cas, aujourd'hui vous êtes à Canal 3. Si demain par rapport à vos propres convictions, les règles changent dans la maison et que vous voyez que vous ne pouvez plus continuer à vous épanouir, je suis sûr que vous partirez d'ici. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ou les autres. Ne vous sentez plus non, avec lui? Non, je crois que c'était ça. Et c'est ça qui a fait que et la Renaissance du Bénin, et le PSD, et le MADEP, puisque ces partis étaient tous dans le premier gouvernement du président Yaboni. Alors, je dois revenir un peu en arrière, notamment sur la présidente fondatrice de votre parti, Roselyne Soglo, l'honorable Roselyne Vieira-Soglo, qui, un peu avant votre congrès, a tenu un certain nombre de propos à l'Assemblée nationale. Elle avait notamment rapporté une conversation avec le chef de l'État, où le chef de l'État aurait tenu certains propos pas très gais à l'endroit des députés, puis notamment tout le peuple en général. Beaucoup de réactions ont suivi ces propos de Roselyne Soglo. C'est ce qu'il en a été question au cours de votre congrès. Est-ce que vous êtes revenu sur ces propos? Non, vous savez que est-ce que vous avez été témoin? Elle n'a pas cité votre nom. Est-ce que vous étiez dans les encablures? Non, je n'ai pas été témoin, mais je connaissais celle qu'on appelle affectueusement maman. Elle est formidable. C'est une femme de vérité. Elle ne triche pas. Vous savez... Finalement, Roselyne Soglo, elle est sans défaut. Non, aucun homme n'est sans défaut. Là, c'est menti, ça. Parce que personne n'ose jamais relever ces... Non, on peut dire la vérité même. Vous la canonisez quand même. Non, dire la vérité, certains peuvent qualifier de défaut, comme d'autres peuvent qualifier de qualité. Voyez-vous, la manière dont elle l'a dit n'a pas plu à beaucoup de personnes. Oui, c'est leur droit que ça ne leur plaise pas. Mais il y a des conditions, peut-être que vous avez un ras-le-bol. Vous avez un ras-le-bol. Et vous savez, depuis qu'elle a dit, il n'y a pas rien de